Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette 5e édition de Food Hotel Tech. Je suis vraiment ravie de vous recevoir, d'autant plus que encore vous avez été nombreux à vous inscrire. Donc Food Hotel Tech devient un rendez-vous incontournable pour la profession. Quand l'équipe de FHT s'est réunie pour construire ce salon, cette édition, il y a une thématique forte qui est sortie. Nous vivons dans un monde où l'instabilité devient la règle. Les scientifiques nous alertent sur l'impact du réchauffement climatique et les crises environnementales qu'il provoque. Les économistes qui s'inquiètent des répercussions à long terme des déficits accumulés ces dernières années et de la montée de l'inflation. Le monde médical qui nous avertit que les crises épidémiques vont être de plus en plus fréquentes et importantes. Donc on vit dans un monde de montagnes russes où la capacité d'adaptation, que ce soit pour les entreprises comme pour les individus, devient une compétence majeure. Mon souhait, c'est que ici, à cette édition de Food Hotel Tech, vous allez développer encore plus cette capacité d'adaptation grâce à la découverte des différentes solutions qui vont vous aider à être beaucoup plus flexible dans le recrutement, dans les achats, dans différents domaines qui touchent l'hôtellerie et la restauration. Et donc j'espère que ces 2 jours de visite du salon vont vous aider à devenir vraiment encore plus pertinent et performant dans votre activité au quotidien. Cette année, l'édition a été, nous avons été particulièrement aidés par 5 personnes que vous voyez derrière moi. Melvina Sarfati El Grabli, la CEO de Deliveroo, Gilles Maillet de Meta, Pauline Auster qui est avec nous de Accor, Charles-Antoine Duron de Google, Bérangère O de Big Mama et Thierry Veil de Beckelstein. Les 5 nous ont aidés à construire ce salon, à donner du contenu et à l'enrichir le plus possible. Maintenant, je vais donner la parole à notre star de la journée qui va nous faire l'ouverture du salon, Yann Di Tullio. Merci Yann. Merci Karen, la star de la journée, il n'y a pas de pression du tout. Ah oui, il me faut un clicker. Messieurs, le clicker, je vais chercher mon propre clicker. Salut Rémi, ça va? Donc c'est cool d'avoir le Booster Club devant, comme ça en fait ça donne confiance très tôt dans la présentation. Donc merci à tous mes collègues d'Accor d'être en première rangée pour applaudir très fort. Donc c'est très bien, important d'avoir vos collègues en première rangée, ça donne confiance. Donc voilà, pour moi c'est un grand plaisir d'être là, parce que évidemment ça fait une 15aine d'années que je suis dans le domaine du tourisme, et je ne changerai jamais. Tourisme égale hôtellerie, égale l'aviation, égale restauration, c'est juste un des meilleurs secteurs au monde. Et j'en ai fait plein de secteurs et je ne veux plus jamais changer. Mais ça date pas d'hier, quoi. En fait, la restauration, vous voyez à gauche, en 2019, ils ont découvert un thermopolium à Pompéi. C'est un peu un stand de fast-food. Et vous voyez, il y a du canard à gauche, c'était chaud, il y avait du froid, il y avait un peu de poule ici, peut-être un poulet fermier, c'était bio par défaut. Mais bon, on n'a pas inventé la roue, hein. La bouffe, ça existe depuis toujours. On bouffe depuis toujours, mais on mange un peu mieux. Là, c'est devenu gastronomique, bistronomique, etc. C'est très bien. Après, vous voyez l'évolution, il y a eu des banquets, les gens s'habillaient mieux, ça devenait un peu plus fashion. Mais bon, c'est un domaine qui existe depuis toujours. Et c'est un domaine, en fait, vous voyez aujourd'hui, qui s'est bien transformé. Mais il n'y a pas grande différence entre la dernière image et cette image. Il y a un Colisée, ça ressemble un peu à Pompéi. Et la seule différence, c'est qu'il y a des gens qui ont des fringues un peu différents, un peu plus 2022, avec une belle vue. Et on se rend compte, en fait, que la restauration, l'hôtellerie, ça rencontre quelques besoins de base. Quand on pense aux besoins de base de Maslow, hein, il y a les besoins de survie. Donc il faut manger, il faut dormir, etc. L'hôtellerie, la restauration, ça rencontre ce besoin. Et ça rencontre aussi le besoin d'estime de soi. On va dans des endroits où on se sent cool, quoi. Je suis dans un endroit qui est chic, je suis dans un endroit romantique, je suis dans un endroit où je veux être vu, comme ces 2 personnes-là à côté du Colisée.
Et on sait bien que les chefs aussi ont aussi cet aspect de survie, la restauration comme emploi, et maintenant il y a la restauration comme estime de soi. Et c'est un secteur, comme le disait Karen, qui est en évolution constante. On parle de montagnes russes. C'est des montagnes russes en pleine pluie de grêle, avec des canards qui se lancent vers vous. C'est d'une violence incroyable et qui changent constamment. Donc que ce soit dans la typologie de la nourriture qu'on utilise, quand on parle de révolution industrielle, quand on parle de révolution agricole, il y a eu une accélération à travers les siècles de ce secteur. Et aujourd'hui, on se retrouve en fait dans une période d'accélération de cette évolution, mais une accélération absolument inédite. On parle de changement climatique, on parle de disruption dans la chaîne d'approvisionnement, on parle de télétravail et de bleisure. Donc en fait, les gens bossent de chez eux, mais ensuite les gens bossent aussi d'ailleurs. Donc vous êtes en restauration, vous êtes bon, tout le monde bosse chez eux. Non, je dois fermer mon restaurant. Ah non, merde, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, les gens commencent à bosser d'ailleurs. Donc en fait, ils ont plus de temps en leisure, le soir, ailleurs. Ah, je rouvre mon restaurant. Ah, mais en fait, c'est hyper compliqué. Parce que franchement, le moment où vous pensez savoir qu'est-ce qui se passe, il y a un autre truc qui change. On parle des attentes changeantes des clients, on va en parler dans quelques moments évidemment. Il y a plein de tendances, que ce soit du click and collect, que ce soit du delivery, que ce soit des repas préparés, en fait, tout ça, en fait, est en évolution permanente. On en parle d'hybridation des concepts. Vous avez un restaurant traditionnel aujourd'hui qui rencontre un ghost kitchen, qui se marie. Vous avez un restaurant traditionnel et un ghost kitchen derrière qui font du delivery à côté, mais pas sur le nom du restaurant. Et ça devient la norme. L'hybridation des concepts doit devenir la norme. La seule façon que le secteur va maximiser sa profitabilité, c'est de devenir hybride de façon permanente. On parle aussi du rapport au travail et des difficultés de recrutement. Ça sera impossible d'être ici et ne pas parler des difficultés de recrutement. On parle d'automatisation de la production. Le RSE en fil rouge. Évidemment, on ne peut pas se présenter à un événement comme celui-ci sans parler de RSE. Et évidemment, on parle d'inflation, qui est un facteur déterminant dans les prochains mois sur comment le secteur va se comporter. Donc clairement, il faut transformer le secteur, il faut s'adapter rapidement à l'offre des clients. Quand on dit rapidement, c'est non seulement s'adapter, mais aussi s'adapter et moduler nos services selon nos besoins. Et en fait, quand je pense à l'hybridation des concepts en restauration, on commence à penser qu'en restauration, il faut commencer à faire du revenue management et du channel management et du concept management. Ça veut dire que ce n'est pas tous vos concepts de restauration qui vont être ouverts en même temps. Il y a des moments où vous allez maximiser votre marge en gardant votre restaurant ouvert, votre restaurant traditionnel ouvert, et pendant les heures mortes, en fait, vous allez refocuser sur tout ce qui est delivery. Vous allez refocuser sur tout ce qui est dark kitchen. Et évidemment, il y a l'évolution de la relation avec les collaborateurs. Donc clairement, à la base, si on prend du recul, il faut repenser déjà qu'est-ce que la restauration. Pour nous, chez Accor, on parle d'une restauration qui est beaucoup plus intégrée et beaucoup plus authentique. Il faut se le dire, depuis une vingtaine d'années, malheureusement, je sais pas, il y a des financiers dans la salle, des anciens financiers dans la salle, n'ayez pas honte, on vous aime quand même. Quand on fait l'évaluation des rendements de restauration par mètre carré, en fait, on n'ouvre jamais de restaurant, surtout dans un hôtel. En fait, vous avez un hôtel qui rend 60-70% de marge de profit à la chambre et vous avez un restaurant qui en rend 30%. Qui investit dans le restaurant? Quelqu'un? Un financier, là. Bon, voilà. Depuis 20-30 ans, on remplace des restaurants où on fait des petits déj parce que c'est obligatoire et c'est pas motivant, il faut faire des petits déjeuners. Et on est surpris aujourd'hui, voilà, d'avoir vu une détérioration de l'industrie de la restauration en hôtellerie. Et en fait, quand on se rend compte, quand on passe d'un restaurant d'hôtel à un restaurant avec un hôtel, on se rend compte que cette logique ne tient plus du tout. Un restaurant avec un hôtel, en fait, a son PNL, mais un restaurant qui est drivé comme un restaurant, qui doit être animé, qui doit répondre aux tendances, qui doit en fait
en fait, motiver son staff, retenir son staff, eh bien, devinez quoi? Eh bien, ce restaurant augmente la rentabilité de l'hôtel. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Pour les marketeurs, il y a combien de personnes en marketing dans la salle? Super. Les autres personnes, vous êtes en finance? Donc, il y a un concept qui s'appelle la Customer Lifetime Value. Tout le monde connaît le concept de la Customer Lifetime Value. C'est super simple, hein. Les financiers examinent la transaction. Les marketeurs examinent la valeur du client. Quand vous examinez la valeur du client, vous devez d'avoir une restauration beaucoup plus intégrée. Parce qu'une restauration intégrée accroît la valeur totale de votre asset immobilier. Une restauration intégrée, et on en parlera un peu tout à l'heure, est capable de générer un taux de retour, un taux de satisfaction, un taux d'occupation et un prix moyen plus élevé au niveau de l'hôtel. Et ce n'est pas nouveau. On l'a découvert ici avec Mama Shelter. Les gens pensent, Mama Shelter, c'est dingue, incroyable, on a transformé la restauration de l'hôtellerie. Il y avait une petite boîte aux États-Unis qui s'appelait SLS, Delano, à Miami, qui ont fait ça il y a 30 ans. D'ailleurs, Rémi était au SLS de Miami il y a 30 ans avec moi. C'est pas vrai, on s'est rencontrés il y a 2 semaines. Mais en fait, cette transformation, cette perspective de la valeur au niveau du client, en fait, on l'a oublié. Et en l'oubliant, on a oublié la restauration hôtelière. Et en oubliant la restauration hôtelière, devinez quoi? Cette restauration s'est détériorée et aujourd'hui, on est en train de la remonter from scratch parce que voilà, on a démotivé des gens qui étaient juste à fond sur ce secteur en leur disant bon voilà, c'est plutôt une priorité secondaire. Quelle erreur! Donc en fait, quand je vous dis l'exercice financier, le voilà. Donc, vous préférez 30% de marge avec 100 000 euros de chiffre d'affaires ou 15% de marge avec 500 000 euros de chiffre d'affaires? Moi, je vous assure qu'il y a plein de gens qui choisissent l'option B. C'est quand même hallucinant, non? Et les gens choisissent l'option B en ignorant la valeur totale créée par la restauration. On peut aussi parler de l'entertainment, on peut parler du wellness, on peut parler de tous les autres services connexes à l'hôtellerie. Il n'y a aucun service, je suis désolé de vous le dire, il n'y a aucun service connexe à l'hôtellerie qui va générer autant de marge qu'une chambre. Voilà, mais malheureusement, une chambre seule génère 0 €. Alors qu'une chambre combinée avec ses services génère un maximum de taux d'occupation, un maximum de valeur et un maximum de valorisation. Vous m'arrêtez si jamais ce n'est pas clair, s'il vous plaît. À date, c'est bon? Si c'est nul, si vous trouvez ça un peu boring, vous me faites un signe de la main et c'est bon. Donc, clairement, quand on regarde le revenu généré par une activité où on a un pôle de restauration hyper fort, on le voit dans nos hôtels lifestyle. Dans ce cas-ci, on a utilisé les Mama Shelter, les hôtels Hoxton. Ces hôtels génèrent plus de 50% de leur chiffre d'affaires en restauration. Est-ce que ça veut dire que leur hôtel est vide? Je ne pense pas. Hein. Franchement, là, on aura un énorme problème. Ces hôtels cartonnent. Donc, ces hôtels sont non seulement pleins à 80 ou 100%, ces hôtels, en plus, génèrent 8, 9, 10 millions d'euros de restauration qui permettent de créer ce taux d'occupation, qui permettent de créer les prix moyens qui sont généralement de 20 à 30% plus élevés que le groupe comparatif. Quand on le compare avec des hôtels avec une restauration hôtelière traditionnelle, ce revenu diminue à 25%. Et en fait, ici, c'est pas une comparaison. Hein. Pour être clair, quand je fais des présentations avec mon collègue chez Accor qui fait le lifestyle, en fait, pour nous, c'est un exemple à suivre. On a des hôtels aujourd'hui, comme le Novotel Vaugirard ou comme le Novotel Porte de Versailles, où en fait, ce pourcentage est entre 25 et 50 et commence à graviter vers le 50%. Donc en fait, ce n'est pas le domaine de certaines marques d'avoir ce mix. C'est le domaine de l'expérience qu'on crée dans nos lieux. Donc, il ne faut pas avoir une marque genre SLS, Delano, Mama Shelter de Hoxton pour transformer l'expérience client. Il suffit d'avoir l'ambition et en fait les équipes et le commitment d'aller jusqu'au bout. Ensuite, évidemment, voilà, il y a une petite boulette, c'est pas collect and collect, ça peut être collect and collect, mais bon, c'est click and collect. Souvent, on a dit, bon, il y a la restauration traditionnelle où on fait un ghost kitchen. Pendant la crise, voilà, il y a plein de gens qui ont ouvert des ghost kitchens, c'est génial. Il y a des boîtes comme Tester qui ont été créées, qui ont fait des levées de fonds exceptionnelles. Il y a eu voilà, beaucoup de click and collect, et évidemment, il y a tout l'aspect delivery. Pour moi, en fait, qui ai fait beaucoup de revenue management dans ma vie,
ce n'est pas un trade-off. Vous pouvez très bien faire de la restauration traditionnelle, avoir 2 ou 3 concepts, 4 concepts de Ghost Kitchen dans votre cuisine, surtout si les séminaires ne reprennent pas, faire du click and collect et du delivery. Et tout ça en combo. Et quand en fait vous le faites, vous optimisez votre asset. Maintenant, je m'abstrais pour l'instant de la problématique de recrutement. Donc en fait, je vous présente le monde parfait. Donc évidemment, dans le monde parfait, pour optimiser vos marges, l'utilisation de vos collaborateurs, vous devez certainement considérer faire tous les services en même temps. Évidemment, il y a séminaires, événements, etc. qui sont en dessous, mais il faut les faire tous en même temps. Et ensuite, le choix d'où on met le poids du corps dépend du taux d'utilisation des collaborateurs, dépend du temps de la journée, dépend de taux de demande et dépend des marges, tout simplement. Et aujourd'hui, vous avez vu énormément de restaurants pendant la crise qui ont fait le choix de fermer. Il y en a d'autres qui se sont déployés en Ghost Kitchen. Il y a certains chefs qui ont fermé certains restaurants, ouvert 4 ou 5 ou 12 Ghost Kitchen. La réalité, c'est que parfois, ce n'est pas un choix, ce n'est pas un trade-off, on peut tout faire. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, cette transformation vers une expérience de food, d'hôtellerie, va beaucoup plus loin. En fait, quand on parle de la transformation qu'on exerce dans les assets de nos partenaires chez Accor, on parle d'une transformation qui a lieu non seulement sur la restauration, mais qui a lieu évidemment sur la musique, l'entertainment. Il y a des marques comme Ibis aujourd'hui qui deviennent des lieux de congrégation pour la musique. Il y a des marques aujourd'hui qui sont hyper focusées sur le design. Donc tous ces éléments qui sont beaucoup plus expérientiels, tout cet élément de lifestyleisation de nos marques et pas des marques lifestyle, nous permettent en fait d'augmenter significativement l'engagement de nos clients. Donc la restauration aujourd'hui, on en parle énormément parce que c'est le vecteur de cette conférence, mais en fait on pourrait tout aussi bien parler de comment est-ce qu'on améliore et comment est-ce qu'on différencie, on innove dans l'expérience client. Et évidemment, transformation digitale. En fait, je ne sais pas si on devrait parler de transformation digitale parce qu'on en parle depuis 5 ans, 10 ans. Bon, j'en ai un peu marre de parler de transformation digitale, on devrait parler de digital. Soit c'est comme du email marketing. Ce n'est plus du email marketing. Du email marketing, c'est un peu du marketing. Tu vois, je veux dire, il n'y a plus de différence. Donc, on parle de digital. Point. Qu'est-ce qui se passe côté digital? Il y a plein de trucs qui se passent de côté digital. C'est des changements en permanence. En termes d'information, évidemment, il y a eu quand même énormément d'intermédiation. On l'a vécu en hôtellerie pendant très longtemps avec nos partenaires Booking et Expedia. Et l'intermédiation, ça peut être bien. Parfois, ça peut bouffer de la marge. Mais je pense que c'est critique aujourd'hui, que ce soit en hôtellerie ou en restauration, d'aller récupérer cette relation avec nos clients, d'aller réinvestir dans nos canaux directs, d'aller réinvestir dans notre contenu, justement, pour nous permettre en fait d'optimiser, de revenu manager, de channel manager, de client manager, en fait, notre business. Et cet investissement, il se fait en fait en investissant sur des équipes, des agences qui sont capables de mettre en valeur nos assets, que ce soit en référencement direct, que ce soit en fait en qualité de photographie. C'est quand même incroyable que les meilleures photos ne sont jamais sur nos sites. Il y a combien de personnes dans la salle où les assets digitaux sont meilleurs sur des tierces parties? Je ne vais pas lever la main chez moi, mais bon, parfois chez moi. Ok, parfois, souvent, mais de moins en moins. Parce que bon, parfois il y a moins de friction, parfois c'est plus simple. Ils ont créé un écosystème qui nous permet en fait d'insérer, d'intégrer ce contenu beaucoup plus facilement. Donc on s'est en fait auto-flagellé, on a créé cette réalité. Mais on doit absolument reprendre le contrôle de cette relation, parce qu'en fait cette relation, elle nous appartient. Et en fait, ça ne veut pas dire que des tierces parties, c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que Deliveroo, c'est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'Expedia ou Booking sont mauvais. En fait, c'est des acteurs qui font partie de notre chaîne de valeur, de notre chaîne de distribution. Ce ne sont pas des acteurs qui doivent dominer la chaîne de distribution. Personnalisation. Voilà, c'est quand même... on en parle depuis longtemps. Hein. CRM, depuis 1998, on parle de CRM, Investment Tech, machin truc, c'est génial, blablabla. Bon, on est encore, je ne vais pas dire qu'on est au point zéro aujourd'hui, mais tout le monde aujourd'hui me dit j'ai trop investi en CRM. Wow, ça coûte cher. Hein? Oh, il y a combien de financiers dans la salle qui m'ont challengé? Il y en a un là devant. Donc, le manager dit mais t'es malade, 20 millions sur telle technologie, ça ne va jamais payer. Mais en fait, si, c'est hyper payant parce qu'en fait, sans cette technologie, on laisse la main à des joueurs qui sont à l'extérieur de votre écosystème. Donc pour moi, quand on parle de personnalisation,
on parle d'une personnalisation aujourd'hui qui est beaucoup plus à l'échelle qu'elle était historiquement. Quand on parlait de CRM anciennement chez Accor, on parlait de CRM d'Accor, l'écosystème. On va parler à un client, on va tout lui dire, qu'est-ce qui est merveilleux. On va parler du spa, de la bouffe, de l'hôtel, on va lui parler du golf, et on va lui foutre ça devant lui et il va tout acheter. En fait, c'est faux. Aujourd'hui, les clients ont un rapport à la restauration, au spa, au wellness, qui est beaucoup plus individuel. Et donc, une plateforme CRM aujourd'hui doit être capable de créer des liens avec des clients selon leur profil de consommation et pas le profil que vous désirez qu'ils exhibent. Donc, pour moi, s'il y a une période où il faut commencer à investir en personnalisation, aujourd'hui, si vous avez des assets hôteliers, c'est maintenant. Parce qu'il y a des clients qui ne viendront jamais chez vous. C'est vos voisins, ils ne vont pas venir dormir chez vous. Mais ils vont prendre un verre, ils vont venir dormir, ils vont venir manger pour célébrer une fête. Ils vont recommander votre hôtel, mais en fait, ils sont méga intéressés par des services individualisés. Et donc, ça passe évidemment par un meilleur ciblage, mais surtout, ça passe par un découplage de l'hôtellerie et de la restauration. Ça passe par un découplage des services et ça passe par une segmentation hyper basique de votre base de clients. Je ne vous parle pas en fait d'embaucher McKinsey pour faire une segmentation, pour être clair. Je vous parle de tout simplement faire un croisement de clients qui sont venus 0 fois et clients qui sont venus plusieurs fois en restauration. Boum, vous avez votre segmentation. Félicitations. Et finalement, de plus en plus, vous avez une capacité à faire de la géolocalisation et du messaging en temps réel. Mais, je ne sais pas vous, mais peut-être que c'est moi qui est alcoolique, mais c'est possible. Hein. C'est fou, je ne suis pas alcoolique. Mais Nicolas est un bon exemple. En fait, chaque fois que je suis près de Nicolas, j'ai un ping qui me dit « Vous êtes près de Nicolas, c'est le moment d'acheter ». Et inévitablement, je me dis, ouais, je pense qu'il me manque une bouteille. C'est un peu la même chose en restauration. Vous devez avoir une capacité d'interagir avec vos clients. Si vous avez une capacité de personnalisation qui est assez élaborée, les possibilités sont absolument incroyables. Vous êtes capable de faire du messaging en temps réel pour des clients avec des messages pertinents. Et le taux d'activation est absolument incroyable. Simplification, évidemment, tout le monde veut se simplifier la vie. Je sais, le QR code, ça crée des palpitations. Hein. Il y a plein de gens qui ça les emmerde, il y a plein de gens qui adorent les QR codes. Mais en fait, malheureusement, ce n'est pas nous ici qui décidons. Ce n'est pas nous qui allons décider si le client va aimer ou ne pas aimer un QR code, ou qui va aimer ou ne pas aimer une expérience digitale. Souvent, on me dit, vous savez, les QR codes ou l'app ou la capacité de payer au restaurant, ça ne se fait pas dans des restaurants gastronomiques. Mais je ne sais pas, en fait, quand il y a 2 serveurs dans la salle pour 50 personnes et vous voulez juste payer, vous êtes là pendant 50 minutes à attendre pour payer votre facture, ben, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on aimerait payer sur une appli. Et ça ne créerait pas une détérioration de l'expérience client. Donc, en fait, cette perspective que je qualifierais un peu de traditionnelle, de séparer l'expérience digitale de l'expérience humaine, je pense que c'est old school. Je pense qu'il faut donner au client, il faut redonner le choix au client. Le client veut avoir la capacité de consulter son menu, de commander, de payer, de donner un pourboire en digital. Why not? Le client ne veut pas, il n'y a pas de souci. Mais si tout le monde a le choix, ben en fait, libre à chacun d'avoir l'expérience qu'il ou elle désire. Il y a des gens qui ont déjà pris un avion. Allez, vous êtes capable. Tout le monde a pris un avion. Allez, je sais. Il y a quelqu'un sur son téléphone. Monsieur, vous avez déjà pris un avion? Très bien. Il y a quelqu'un qui a déjà voyagé en classe affaires sur le transatlantique ou transpacifique. Génial. Les personnes, gardez vos mains levées. Il vous est déjà arrivé de ne parler à personne avant d'arriver à l'avion? Oui. Non, mais c'est incroyable. Elle a payé des milliers d'euros et elle n'a pas parlé à une personne. Pourquoi? Mais pourquoi vous avez fait ça? On a utilisé uniquement nos portables et qu'il n'y a pas eu besoin de s'adresser à quelqu'un. Et vous ne vouliez pas parler à quelqu'un? Vous ne vouliez pas avoir une expérience incroyable avec l'agent qui vous dit comment le produit est merveilleux? Non, je n'ai pas eu besoin. C'est bizarre, non? En fait, nous, on va au restaurant, on paye 600 € et on dit non, il faut absolument que j'ai quelqu'un qui me dise que l'expérience est exceptionnelle. Et là, on paye des milliers d'euros et on parle à personne. Vous avez mangé sur l'avion? Ah bah oui, elle a mangé, c'est très bien. Oui. Donc, vous voyez, en fait, les compagnies qui ont des marges qui sont toutes petites, et je parle d'expérience, j'ai fait 10 années en aviation, innovent constamment.
Je vous garantis, c'est que si on faisait 1% de marge nette dans la salle, on ne penserait pas à des questions comme celle-là. Quand vous êtes toujours sur le bord de la faillite, laissez-moi vous dire, vous êtes vachement innovant. Et donc, c'est pour ça que pour moi, cet aspect de simplification, de digitalisation, c'est une nécessité absolue. Il faut le faire et il faut arrêter d'avoir des idées préconçues sur qu'est-ce qu'une expérience premium, luxe, upscale, éco, etc. Ce n'est pas à nous de décider, c'est au niveau du client. Et à la fin de la journée, tout le monde y gagne. Bon, les nouveaux usages, on les connaît. Hein. C'est même plus des nouveaux usages. Delivery et tout ça. Moi, je commandais une pizza quand j'avais 12 ans. Mais aujourd'hui, c'est une question d'optimisation des canaux. Donc, je sais en fait que pendant la crise Covid, on a loué plusieurs espaces d'hôtel à des restaurants qui faisaient de la livraison et c'était très bien. Et on était heureux de prendre leurs euros. Fin de Covid, retour des grands événements. Bon, on leur a dit merci beaucoup. Maintenant, je génère plus de cash et de marge avec ma propre restauration. Mais la réalité, en fait, c'est que ce n'est pas un trade-off. Hein, et il faut commencer à penser à la restauration, au concept de restauration, tout comme une typologie de chambre, tout comme une classe de siège dans un avion. Il faut faire du revenu management de nos services. Ces services ne sont pas ouverts en permanence, ils sont ouverts quand ça vous génère une marge positive. Et quand ça vous génère une marge positive en trade-off. Donc en fait, vous ne faites pas de la livraison quand vous avez une salle pleine. Je sais que je vous dis un peu des trucs hyper basiques, mais aujourd'hui, j'ai des centaines de restaurants où il y a des cas de livraison, où il y a des trade-offs en cuisine sur de la livraison. Quand on sait en fait qu'on prend une dégradation de marge de 15%. La communauté, évidemment, pour être hyper clair, il y a plusieurs personnes qui m'ont challengé sur le besoin de créer une communauté. Ce n'est pas nécessaire dans tous les concepts de restauration, soyons clairs. Mais là où on a des restaurants qui performent, il y a une corrélation très forte entre la performance d'un restaurant, le taux de repeat visite et la capacité de ce restaurant à créer un sentiment de communauté, une certaine animation, un certain engagement. Et il ne faut que regarder les équipes chez Mama Shelter. C'est une communauté de collaborateurs qui animent la marque, qui animent les clients, qui apprennent à se connaître et vice-versa. Donc cette communauté, elle n'est pas uniquement entre vous les clients, ça devient une communauté aussi entre vous, les collaborateurs du restaurant et les gens qui se demandent est-ce que cette communauté elle est bénéfique? Oui, elle est bénéfique pour vous, mais elle est bénéfique aussi pour vos collaborateurs. Quand on parle de recréer un sens au niveau du travail, de la restauration et d'hôtellerie, c'est aussi de créer une connectivité entre vos collaborateurs et vos clients. Et cette communauté, évidemment, est un des exemples qui nous permet d'améliorer cette expérience. Il y a vraiment un attachement qui se crée. Et on le sait tous, hein, il y a plein de gens dans la salle, je suis sûr, qui ont leur restaurant préféré. Vous connaissez le staff, vous connaissez le barman, vous connaissez les gens en cuisine et vous y retournez. Ben pourquoi? Parce qu'il y a une communauté, parfois elle est digitale, parfois elle est physique. Bon, ça marche dans tous les sens. Et évidemment, il y a tout l'aspect de la digitalisation au niveau du gaspillage alimentaire. On peut parler de Too Good To Go, bon, ça a été dit et redit. Qu'est-ce qui m'intéresse énormément aujourd'hui, c'est moins Too Good To Go. Et je ne devrais pas dire ça parce qu'on a quand même les relations de communication chez Accor qui sont là, donc je vais me faire engueuler tout à l'heure, mais ce n'est pas grave, j'assume. Mais il faut focuser sur la réduction du gaspillage lui-même. Il y a des super technologies qu'on a, il y a certaines boîtes avec qui on travaille, qu'on a rencontrées à Vivatech, qui nous aident aujourd'hui et qui vont nous aider à scanner les aliments qui reviennent à la cuisine, déterminer le poids de ces aliments, générer des rapports qui vont nous permettre d'optimiser soit les menus, parce que peut-être que le menu, il n'est juste pas adapté à la clientèle et donc il y a énormément de retours, il y a énormément de nourriture qui n'est pas consommée, ou option B, il y a des soucis au niveau de l'approvisionnement, il y a des soucis au niveau de la qualité de la nourriture, ou peu importe la typologie. Et donc, vous pouvez imaginer que cette digitalisation de l'expérience et l'identification du gaspillage, franchement, va énormément... Parce qu'aujourd'hui, c'est une évaluation visuelle qui en est faite. Il y a des chefs qui évaluent visuellement combien de tomates sont renvoyées, est-ce que je commande trop de tomates, que c'est des bonnes tomates, mais c'est intuitif. Et l'intuition, généralement, n'est pas toujours payante. Donc, en technologie, en zero waste, pour moi, il y a énormément... Je pense qu'il va y avoir une valeur énorme sur toutes les technologies qui vont nous permettre de réduire le gaspillage alimentaire. Donc, more to come. L'année prochaine, on s'en reparle. On aura les résultats des tests.
Et évidemment, nos collaborateurs, on parle de l'ascenseur social. On parle beaucoup d'ascenseur social au niveau du secteur de l'hôtellerie. Malheureusement, l'hôtellerie, à travers les années, est devenue une commodité. Et à partir du moment où on devient une commodité, en fait, l'ascenseur se détruit. Mais quand vous regardez l'ascenseur social, c'est un ascenseur américain, pour être là, je ne l'ai pas trouvé en euros. En fait, vous voyez que vous pouvez commencer comme dishwasher ou check-in et vous retrouvez après quelques années comme DG de l'hôtel. Et il y a une claire et nette progression et on en connaît plein. Je connais plein de gens qui ont vécu cet ascenseur social. Je connais notre chef pâtissier au Royal Monceau, a commencé au Novotel Les Halles et est aujourd'hui un des meilleurs pâtissiers de France. Il y a des gens qui ont commencé à la maintenance technique en Serbie, qui sont maintenant en restauration parce qu'en fait, c'est un secteur qu'ils adorent. Il y a des gens qui ont commencé comme apprentis serveurs qui sont aujourd'hui GM d'hôtel. Cet ascenseur fonctionne, il fonctionne très bien, mais malheureusement, aujourd'hui, avec la commoditisation du secteur, tous les emplois qui sont... Ah, il n'y a pas de laser. Ah ben là voilà, vous ne le voyez pas sur l'écran, c'est pas grave. Tous les emplois qui sont au niveau d'entrée sont devenus des emplois de commodité, des emplois temporaires. Et on se demande pourquoi l'ascenseur est cassé. En fait, quand tu n'as pas d'étage, zéro. Quand tu n'as pas de lobby floor, il n'y a pas de façon de monter dans l'ascenseur. Et aujourd'hui, le problème, c'est que voilà, il n'y a pas d'entrée. Donc, il faut vraiment complètement reconsidérer comment les gens s'intègrent dans cet ascenseur. Et c'est la même chose au niveau du F&B, au niveau de l'hôtellerie et de la restauration. Pour nous, le F&B est une division qui s'intègre dans un ascenseur plus large et qui permet d'énormes possibilités. Moi, je connais plein d'anciens managers F&B qui sont devenus DG de resort dans les Caraïbes. C'est possible. Et ces gens voyagent à travers l'Asie. Parfois, je les regarde et je me dis, mais merde, je veux être cette personne. Le mec, il vit à Tahiti, il a décidé de déménager à Oman pendant quelques années parce que c'était, il voulait vivre un truc différent. Après, il déménage dans les Caraïbes. C'est pas mauvais comme rythme de vie. Vous pouvez vivre des belles expériences, mais encore une fois, il faut que cet ascenseur fonctionne. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas en état fonctionnel. Et on le sait tous, 30% des postes sont non pourvus. Aujourd'hui, 360 000 emplois vacants en France. Chez Accor, on parle de 100 000 emplois, 100 000 à 150 000 emplois. C'est quand même énorme. Au niveau mondial, c'est un trou énorme dans la main-d'œuvre et ça crée une souffrance non seulement au niveau des clients, mais au niveau des équipes en place. Et évidemment, il y a une croissance des demandes d'emploi qui est de l'ordre de une fois et demie, presque versus année sur année. Et cette pression, ça crée évidemment un changement de rapport de force qui n'est pas mauvais. Entre nous, il y a peut-être eu de l'abus à travers les années, on n'a pas vraiment réfléchi à la pénibilité de l'emploi, etc. Donc je pense que ce changement de rapport de force est sain, mais il vient un moment où en fait, c'est pas idéal. Il y a plein de business qui rentrent dans les hôtels et là on dit merde, on aurait dû penser à la pénibilité avant. Mais c'est bien, au moins ça nous force à réfléchir aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, les vecteurs sur lesquels on est hyper focusé, c'est évidemment réduire la pénibilité. On connaît tous les concepts de la cassure, des coupures, des heures interminables à l'hôtel ou en restauration. Il faut repenser les heures, il faut repenser le temps partiel. Il faut arrêter de penser en fait que de former un collaborateur, c'est tellement long que en fait, je ne veux qu'avoir que des collaborateurs qui travaillent un minimum de 20 heures par semaine. Entre nous, on n'a juste pas le choix. C'est même pas une option. Les gens qui me disent moi en dessous de 20 heures, moi je ne le forme pas. Mais le taux de roulement est à 30%, 40%, 50%. Il n'y a pas d'option. Vous le prenez. Et vous trouvez une façon de les motiver. Vous trouvez une façon de l'intégrer dans l'ascenseur. Vous trouvez une façon de leur donner une envie qu'ils n'ont pas établie au début. Repenser ça nous amène au deuxième point, repenser la raison d'être du métier. Aujourd'hui, la raison d'être du métier, c'est quoi? Héberger. Ça donne envie, hein? Vous faites quoi? Moi, j'héberge les gens chez moi. Vous faites quoi? Moi, je sers de la bouffe. C'est pas ça. Vous connaissez l'histoire il y a John F. Kennedy qui était à la NASA. Qui connaît l'histoire de John F. Kennedy à la NASA? Personne? C'est très bien. Bon, c'est excellent. Donc, il y avait un mec qui était en train de nettoyer les planchers à la NASA. Et puis, je pense qu'il y a John F. Kennedy qui passe à côté de lui, il va aller aux toilettes ou un truc comme ça. Et il rencontre le mec. Et John F. Kennedy lui demande monsieur, vous faites quoi ici? Et le mec aurait pu dire moi, je nettoie les planchers, quoi.
Le mec répond, j'aide à amener un homme à la Lune. Quand même, ok, c'est peut-être un peu exagéré, mais quand même, en termes de raison d'être, en termes de donner du sens à un métier, ben, les gens veulent du sens. Dans un hôtel, pourquoi vous bossez pour moi? Je bosse dans un hôtel parce qu'en fait, j'aime connecter des gens. J'aime connecter des gens, j'aime faire vivre des expériences aux gens, j'aime faire grandir des collaborateurs. C'est pour ça que j'aime l'hôtellerie, c'est pour ça que j'aime la restauration. Mais en fait, je ne suis pas dans l'hôtellerie pour faire dormir des gens dans des lits et leur donner 3 frites et un morceau de steak. Il faut leur donner une raison d'être. Et en plus de la raison d'être, il faut leur donner une capacité à se développer. Aujourd'hui, on travaille avec le CFA des chefs, mais il faut, au-delà des formations, d'aller chercher des nouveaux talents avec le CFA des chefs. On a beaucoup d'engagements avec des écoles dans ce sens. Je suis personnellement convaincu que la formation doit se faire en interne. Pendant des années, on a été chercher des collaborateurs dans des grandes écoles, des hôtels d'hôtellerie, et il n'y a rien de mal avec ça. C'est très bien. Mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a plus personne qui connaît l'opération. Est-ce qu'on est surpris quand on n'a plus d'ascenseur social? On n'a plus personne aujourd'hui qui rentre à la base de l'hôtellerie, de la restauration et qui monte dans les rangs. On a imposé cette ligne rouge et on est surpris aujourd'hui qu'on a un manque opérationnel. Moi, je ne suis pas surpris. Mais donc, pour moi, la formation interne, absolument clé. Nous, on a une académie chez Accor qui permet de développer les collaborateurs sur leur cheminement. Est-ce qu'elle est parfaite? Absolument pas. Est-ce qu'on l'améliore à tous les jours? Absolument. Est-ce que c'est une priorité absolue? Certainement. Et évidemment, on en a parlé tout à l'heure, il faut utiliser le digital pour créer, ou en fait décloisonner les boulots. En fait, on n'a pas le temps d'enseigner la tech à des gens qui viennent bosser pour nous. Surtout des gens qui bossent 5 heures par semaine. Donc, s'il vous plaît, les gens qui sont en tech, il y a combien de personnes en tech dans la salle? Très bien, merci. On compte sur vous pour créer des applications, des expériences qui permettent à nos collaborateurs de faire leur boulot. Moi, je veux que quelqu'un en salle dans un restaurant, en fait, vende de l'expérience, vende du upsell, vende son meilleur cocktail. C'est ça qu'ils doivent faire. Ils doivent interagir avec le client. Ils n'ont pas le temps d'interagir avec la plateforme, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils auront moins le temps demain, moins de temps aujourd'hui. Il y a la moitié de collaborateurs dans la salle qu'on devrait en avoir. Donc, la tech doit être au service du client et doit être au service du collaborateur. C'est la seule façon qu'on va leur donner cette envie de rester dans le secteur. Parce qu'aujourd'hui, la pression d'opérer en restauration est juste incroyable. Combien de personnes, en fait, ont attendu plus que 20 à 30 minutes pour commander ou payer leur commande? C'est pas parce que les gens ne veulent pas bosser, hein. C'est parce qu'ils sont crevés, ils prennent les commandes, ils sont en train de courir à gauche et à droite, en train de faire le service. La personne qui fait le front of the house est en train de faire le service dans la salle. On n'a même pas le temps de venir vous chercher et vous aider. Donc imaginez-vous, vous faites ça pendant 8 heures par jour. Et ça, je ne vous parle même pas de la pénibilité de cet emploi. Il faut de la tech qui performe. Et c'est pour ça que je suis hyper heureux d'être là aujourd'hui. Parce que je suis convaincu qu'entre la redéfinition du métier, la technologie et en fait la passion générale qui est créée par les emplois que nous représentons dans la salle, c'est le meilleur secteur du monde. Moi, je pense que le travel, la restauration, l'hôtellerie, ce sont juste les secteurs les plus magiques de l'industrie. Je suis convaincu. Et je ne suis pas le seul. Hein. Donc, on a quelques collaborateurs qui ont des bonnes idées. Jouer à la caméra. Lui? Bon, tant pis. Écoute, on est à l'état naturel. Je m'appelle Valentin. Je m'appelle Fatona. Soy Mari Carmen Ortigosa. Sono Josué. Je travaille ici au Bordeaux-Lac de Novotel. Non, Novotel de Bordeaux-Lac. On a refait. Che ho sempre voluto fare sin da piccola. Cinéma dans le métier. 25 ans de carrière à l'expatriation principalement. On apprend tellement des uns des autres. Des échanges que l'on a. C'était le bug. Je pense que l'anecdote la plus marrante que j'ai eue, je ne citerai pas l'actrice. Ça m'est déjà arrivé de recoudre une robe de soirée sur une cliente parce qu'elle ne rentrait pas dedans. I helped to give birth to a woman
Elle est pas mal cette anecdote. Hein. Cadeau celle-là. Et c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Soyez fiers de ce que vous faites. Big up. Si je dis des conneries, tu coupes. Donc c'est des vrais collaborateurs, c'est pas des acteurs, qui ont évolué avec le groupe pendant plusieurs années dans certains cas et qui ont vraiment une passion pour le métier. Et donc on crée énormément de vignettes, des vignettes d'inspiration qu'on poste sur ce lien All Artist. Un artiste, c'est un des collaborateurs d'accord qu'on appelle des artistes. H-E-A-R-T-I, c'est des gens qui agissent avec le cœur et qui sont des artistes, et voilà. Et c'est à travers ces vignettes qu'on essaie de communiquer la passion pour l'hôtellerie. Évidemment, c'est une des 1000 actions qu'on entreprend aujourd'hui pour animer les clients. Et c'est pas simple. Mais il faut se dire en conclusion qu'à la fin de la journée, c'est pas les plus forts, c'est pas les plus intelligents, c'est ceux qui vont s'adapter le plus vite qui vont survivre. Et aujourd'hui, et c'est Darwin qui a dit ça, donc c'est un mec qui connaît un peu le truc, mais entre nous, il y a énormément d'adaptation et d'agilité à entreprendre aujourd'hui. C'est la période dans notre secteur où il faut démontrer le plus d'adaptabilité. Il y aura certainement une période où on capitalisera énormément sur ces investissements, mais ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une période de survie. Ceux qui survivent à cette période vont avoir des années merveilleuses devant eux. J'en suis absolument convaincu. Et pour conclure, soyez en super fitness parce que ça va être quand même rock'n'roll. Donc voilà, je vous remercie pour votre temps ce matin et je vous souhaite un super salon.